Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Aujourd'hui, dans le fond, je suis avec une auteure, professeure de yoga, professeure de méditation et écologiste, Nadine Bachand, qui a écrit le livre Méditer, la Terre vue de l'intérieur, donc qui amène plein de comparaisons avec l'écosystème dans lequel on vit, avec la nature, puis avec notre écosystème intérieur. Fait qu'on va parler entre autres de méditation, mais de plein de sujets connexes qui sont reliés à la croissance personnelle, à la connaissance de soi, à nos peurs, la vie, etc. On va aller dans plein de directions, on ne le sait pas trop encore exactement, mais j'ai très hâte parce que j'ai beaucoup apprécié le début de son livre que j'ai feuilleté et lu quand même dans les derniers jours. Fait que j'ai hâte de parler de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur Serra, allez sur serra.ca. Toutes les informations sont là. Puis je vous dis bon podcast. Salut! Bonjour, Mickaël. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Vraiment, ouais, je suis content d'être là dans cet espace d'ouverture, discussion sur la méditation, puis sur le livre que tu viens d'écrire, en fait, qui est ton nouveau bébé. Oui, merci Ouais, d'être là. ouais, Je suis merci, moins ça me fait contente. plaisir. Ouais. On peut parler un peu de ton parcours parce que, tu sais, quand j'ai commencé à feuilleter ton livre, je me suis rendu compte à quel point il y avait des liens avec la nature, puis avec comme la forêt, l'écosystème et tout, puis ça sort pas de nulle part, tu sais, cette passion-là, dans le fond, elle vient de... Je te laisse un peu de ton nom de travail, en fait, là. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ben, cet autre travail-là d'écologiste vient en fait quand j'étais toute petite, j'étais déjà fascinée, connectée à la nature. Je préférais dehors qu'à l'intérieur. Mhm. Je contemplais beaucoup, beaucoup. Puis déjà toute petite, j'étais vraiment affectée par le tort qu'on faisait à la planète, en fait. Mhm. Puis par les guerres aussi entre les humains. Fait que pour moi, tout ça, ça avait un lien ensemble. Mhm. C'était, on est déconnecté de la nature, fait qu'on lui fait du tort, on est déconnecté des autres humains, on se fait du tort entre nous. Mhm. Ça mène même à des guerres entre les peuples. Puis assez rapidement dans mon chemin de vie, je me suis rendu compte que c'était parce qu'on était déconnecté de soi-même, de nous, Mhm. en fait. Fait que, puis c'est ça. Donc, dans ma vie, j'ai voulu, ça a été vraiment un appel très, très fort d'aller aider à faire en sorte qu'on dégrade moins la planète, qu'on la respecte davantage. Fait que j'ai étudié en biologie, en écologie. J'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement. Puis, depuis 2003, donc plus de 15 ans maintenant, là, je travaille pour Équiterre, un bel organisme environnemental Mhm. qui promeut des nouvelles façons de faire, mais surtout des nouvelles pratiques, des nouveaux projets de société pour intégrer davantage la nature, pour être À euh, l'écoute de ça, plus à l'écoute. respecter, puis... Ouais, exact. Ouais, puis ça, comme tu disais tantôt, on se parlait avant, ça travaille beaucoup au niveau macro, tu sais, au niveau de la société, puis au niveau de qu'est-ce que, en tant que groupe de gens sur un bout de pays, sur un bout de terre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre plus soin de notre planète. Puis, tu sais, tu disais, tu avais un projet sur l'agriculture, des grandes surfaces d'agriculture que tu Mhm. voulais amener à un autre niveau, là, tu sais, mais c'est des grosses roues qui sont dures à bouger, mettons, ces affaires-là, ces Oui, compagnies-là, tout mettons. à fait. C'est ça, c'est des grands courants de pratiques, de façon de faire qu'on fait depuis super longtemps. Puis il y a des forces derrière ça, des forces économiques, Mhm. la recherche du profit, la recherche de la facilité. Donc, c'est des grandes... Il y a une grosse force d'inertie derrière ça. Fait que faire tourner ça, comme tu as dit, c'est comme des grosses roues. Fait que ça prend beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. C'est ça, moi, ça fait 25 ans là, que je suis en écologie. Puis, à côté de ça, ben, mon travail à l'échelle un peu plus individuelle ou de petits groupes, en tout cas à l'échelle plus individuelle, à outiller les gens à revenir à l'intérieur d'eux par la méditation, par le yoga, mais ça amène des résultats vraiment immédiats. Les Mhm. personnes, quand ils font juste respirer quelques minutes, se concentrer, tourner leur regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, on est tellement habitué d'être toujours tourné vers Ouais, l'extérieur, ouais. automatiquement, ils s'apaisent, puis ils ont tout de suite des résultats. Donc, moi, c'est vraiment un beau complément entre l'échelle micro puis l'échelle macro, qui de toute façon interagissent ensemble, hein, c'est pas séparé. Ouais, c'est clair, mais puis admettons la partie plus méditation, yoga, elle a commencé à prendre la place quand dans ta vie ou ouais, c'est comment c'est arrivé? Est-ce que il y a un événement particulier ou c'était Oui, juste naturel, là? oui, il y a un événement particulier. Ben, je dirais que j'étais de nature contemplative. Ça, c'est Ouais, sûr, ouais, j'étais ouais. tout petite, puis j'étais plus en train d'observer, de m'intérioriser. Mais il y a à peu près une dizaine d'années, moi, j'avais un problème avec une articulation depuis l'adolescence, là, un genou, puis par moments, les crises revenaient très, très fort. Et puis, à un moment donné, j'avais vraiment besoin
Puis j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup aussi, là. Donc, je me suis parfois épuisée un peu, fait que j'avais besoin de me recentrer, de revenir à l'intérieur de moi. Ouais. Et puis, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à intégrer la méditation dans mon quotidien. Ça fait peut-être 9 ans, 8-9 ans à peu près, où là, vraiment quotidiennement, j'ai commencé. Le yoga, j'en faisais un petit peu par-ci, par-là depuis une vingtaine d'années, mais depuis 3-4 ans, là, ça a vraiment fait plus partie de mon quotidien. Puis là, je me suis formée comme professeure dans les 2 dernières années. Wow, ça fait vraiment, c'est vraiment nécessaire à un équilibre au quotidien, puis au fil du temps, à force de pratiquer. Ça m'entraîne, puis je deviens de plus en plus en paix finalement, de plus en plus centrée, même en étant en action. Ouais. Il y a plusieurs trucs là-dedans qui m'intéressent parce que, tu sais, souvent ils disent que le yoga, les postures de yoga comme les asanas, tu sais, vont beaucoup préparer le corps à l'amener à faire de la méditation, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment bon quand que les gens ils commencent par ce chemin-là parce que c'est pas nécessairement pour tout le monde de s'asseoir quelque part pendant comme 30 minutes, tu sais. Puis ça, c'est un petit point que je voulais amener. Puis deuxièmement, c'est, je sais pas, tu disais, déjà, tu étais de nature contemplative quand tu étais jeune. Fait que je sais pas si c'était facile pour toi de dire comme, ah, ok, je m'assois, je respire, je médite, tu sais. Parce que plus que j'en parle aux gens autour de moi, le plus gros obstacle, c'est de commencer. Mettons, c'est de se dire, ok, là, je prends une respiration, je m'en vais m'asseoir sur mon tapis de méditation. Tu sais, ça, on dirait que c'est comme un muscle qui est quand même raqué, là, ou qui est peu fort. Là, absolument. Puis les gens, je sais pas, ils me disent tout le temps comme « Ah, je sais que ça me fait tellement du bien méditer, mais c'est de le faire. » Puis finalement, je l'ai fait une fois la semaine passée, oui, mais je sais pas si toi, ça a été directement facile ou est-ce que tu as eu comme des trucs où tu t'es dit « Faut que je le fasse, just do it. » Puis... Ça n'a pas nécessairement été facile parce que même de par même si j'ai une nature contemplative ou sensible ou très à l'écoute, veux pas comme tout le monde, mon hamster, tu sais, c'est vraiment une question d'entraînement du système nerveux. Fait que même, je peux dire qu'encore aujourd'hui, des fois, ça me tente pas. Puis je vais m'asseoir quand même ou faire mon yoga quand même. Parce que c'est juste que je suis dans un air d'aller où mon cerveau, il est vraiment plus dans un mode... le système nerveux autonome est divisé en 2 branches, là, le système nerveux sympathique puis parasympathique. Fait que le sympathique, c'est celui qui a le pied sur l'accélérateur, avec toutes les hormones de stress, d'action, l'adrénaline et tout ça. Quand la partie de ce système nerveux-là est plus amplifiée, plus présente, ce qui est la plupart du temps notre cas au quotidien dans notre monde, ben on est comme sur une force d'inertie. Fait que d'arrêter ça, ça prend un genre de... C'est comme une roue d'un moulin, là, qui tourne, puis là, il faut comme inverser un petit peu la roue. Au début, c'est pas nécessairement... c'est comme si ça nous apparaît pas naturel au début. Puis même dans une même journée, de dire « je vais aller m'asseoir », oups, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est mieux, si possible, de méditer le matin, pas trop longtemps après s'être réveillé, parce que justement, notre système nerveux est encore plus calme à cause qu'on se réveille. On n'est pas encore tout à fait dans l'action. Parce que quand le système nerveux sympathique, le pied sur l'accélérateur est activé, vraiment, naturellement, c'est qu'on se tourne vers l'extérieur. On est vraiment fabriqué comme ça. Tandis que quand on est plus dans l'autre partie, qui est plus le système nerveux parasympathique, qui nous calme, qui met le pied sur le frein, c'est d'autres neurotransmetteurs, d'autres hormones, bien là, naturellement, on se tourne plus vers l'intérieur. Donc, c'est comme un peu... au début, c'est un paradoxe. Si tu veux méditer pour aller dans ton parasympathique, mais si ton sympathique est trop fort, il voit comme pas genre le bienfait ou c'est dur de voir comme la satisfaction d'aller dire « Ah, je m'arrête », parce que tu coupes, tu ralentis un air d'aller, mettons. Là. Absolument. Puis comme tu dis, c'est comme s'il voit pas de satisfaction parce que lui, il est comme vraiment tourné vers l'extérieur, vers faire des choses, abattre du travail, regarder des courriels, regarder des publications sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a comme une boucle de satisfaction qui est là. Finir un épisode Netflix. Par exemple. Tu finis un truc coché, genre, tu sais, c'est comme, t'es comme content d'aller rejoindre ta dopamine un peu plus que... C'est ça. Que la sérotonine, mettons, là, qui va être plus... Ouais, plus relax. Puis, mais c'est ça, c'est qu'en même temps, je pense que, étant donné qu'on est dans un monde qui est très, très justement sur ce morceau-là de notre système nerveux, très tourné vers l'extérieur, ça fait partie aussi, je pense, du fait qu'on se sent souvent vide à l'intérieur. Fait que dès qu'on arrête d'être un peu dans l'action, là, c'est comme, OK, mais là, il faut que je fasse d'autres choses, tu sais, pour combler cette espèce de... Mais si on fait juste comme revenir un peu plus dans le calme, là, c'est naturel à ce moment-là que là,
je dirais, là, on redevient un petit peu plus équilibré entre l'intérieur et l'extérieur. Ça peut être inconfortable au début aussi, Ouais. si on pourra en reparler. Parce que... On est juste dans la première étape, Ouais. décider d'aller s'asseoir. Exactement. C'est un peu comme ça que le livre est construit d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué, je l'ai construit un peu comme une marche en forêt. Oui. On aborde d'abord, OK, on prend connaissance de c'est quoi un écosystème un peu au niveau théorique avant. Après ça, on s'en va marcher, on arrive à l'orée du bois. Après ça, on rentre dans l'écosystème. Puis là, oups, il peut y avoir des affaires qu'on ne s'attendait pas, comme des peurs qui surgissent même sur notre coussin de méditation, toutes sortes de schémas intérieurs, les pensées qui nous envahissent, les émotions. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu comme ça que j'ai construit le livre aussi. Puis, est-ce que tu dirais que c'est comme un muscle qui se développe, le fait de comme décider d'aller s'asseoir finalement, ou vraiment... Parce que je m'entends dire ça, puis je me trouve un peu des fois niaiseux, parce que c'est comme... Va juste t'asseoir, tu sais, c'est pas tough, là, t'es pas en train d'aller dire va faire genre, je sais pas, un gâteau au chocolat super compliqué, c'est juste comme va t'asseoir sur ton tapis, mais juste ce truc-là, des fois, c'est dur d'initier le mouvement, là, tu sais, fait que je sais pas si tu dirais qu'avec le temps, c'est plus facile, ou ça, tu t'as fait des petits tricks, t'as une barre de chocolat à côté de ton tapis, tu t'assis, tu te donnes un morceau de chocolat. La dopamine. Je dirais que non, c'est vraiment l'entraînement, c'est vraiment le fait que à chaque fois, je suis tellement contente de l'avoir faite. Ouais. Peu importe, même si ça tourbillonnait des fois pendant, ça fait tout le temps du bien, fait que je suis tout le temps contente de l'avoir fait, fait que ça me ramène tout le temps. Puis je le sais que c'est par la pratique. Puis d'ailleurs, j'en parle dans le livre un petit peu aussi, comment est-ce que le cerveau va tranquillement se reprogrammer, se reformater à force de pratiquer la pleine conscience, l'observation de soi, la méditation, de respirer. C'est vraiment, comme tu disais, un muscle tantôt qu'on peut développer. Puis scientifiquement, c'est démontré, on parle de la neuroplasticité, donc c'est la capacité de notre cerveau de se reconfigurer, de se recâbler en fonction des expériences répétées qu'on fait. Fait que plus on médite, plus on le fait régulièrement, puis c'est ça que les études montrent, plus on l'intègre vraiment régulièrement dans notre vie, mais plus ça transforme notre cerveau, donc plus on en bénéficie. Ouais. Mais c'est une pratique c'est sûr, de longue haleine, puis c'est une pratique de vie, finalement. Oui, c'est clair. Puis le concept de neuroplasticité, je me rappelle, tu n'avais parlé dans le livre, puis je pense que tu commençais le paragraphe en disant comme souvent on pense que les schémas mentaux qu'on a imprimés ou qu'on a implantés dans notre cerveau à l'âge de 0 jusqu'à 5 ans, puis même début de jeune vie d'adulte et tout, mais que c'est permanent puis que c'est dû pour rester, mais que non, tu sais, c'est prouvé de plus en plus que le fait de pratiquer quelque chose ou de trouver un nouveau chemin, tu sais, parce que, par exemple, si ma relation face à la colère ou quelque chose depuis que je suis jeune est tout le temps la même, ben c'est comme si j'empruntais tout le temps le même chemin pour répondre aux mêmes stimuli. Mettons, quelqu'un qui me tape ses nerfs, ben je deviens fâché, puis genre ça me fâche pour le reste de ma journée, ben c'est comme je suis habitué d'emprunter ce chemin-là, fait que le corps, il est un peu paresseux, et le mental aussi, il va emprunter les chemins qu'il connaît, tu sais. Mais avec la méditation, je pense que c'est comme ça, un peu tu l'expliquais dans mes mots à moi, là, mais tu me diras si je me trompe, là, mais avec la méditation, c'est comme si, OK, tu sais, il y a ce chemin-là qu'on connaît, qui est classique, qu'on emprunte souvent, mais regarde, tu peux passer à gauche, finalement, tu peux passer d'un autre chemin qui est peut-être moins connu. Au début, ça fait peur de rentrer dans un chemin moins connu, ça demande de l'énergie, parce que, tu sais, tu apprennes à connaître ce chemin-là, mais à force de l'emprunter, ben, c'est des nouveaux réflexes neuronaux ou des nouveaux chemins au niveau de ton cerveau qui se créent, qui vont que tu vas pouvoir maintenant choisir d'emprunter. Peut-être que lui de la colère va être encore là, mais tu vas devoir à la croisée des chemins, là, tu sais. Oui, absolument. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est que on regagne un petit peu plus de liberté à l'intérieur de nous, parce que on prend, en fait, la méditation avec la pleine conscience, la première étape, c'est vraiment d'observer. Puis on observe à partir de se centrer dans notre corps, dans notre respiration. Ça nous sert comme d'une encre. Hein? On ne flotte pas dans le vide, là, mais on est comme ancré concrètement à observer notre respiration, à respirer. Puis en respirant physiquement, ça nous calme aussi au niveau du système nerveux. Donc on est plus présent, on est plus centré, puis on se sent un peu plus détaché des pensées, des émotions. C'est plus facile de les observer, puis en sachant aussi, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est d'où l'idée de connaître notre écologie intérieure, comment fonctionne un corps humain avec le cerveau. C'est que les émotions, c'est quelque chose de très biochimique. Évidemment, elles peuvent être déclenchées même juste par une pensée. Tu sais, on pense à quelqu'un, puis là, oups, il y a une émotion quelconque, de la peur,
colère ou de la tristesse qui se déclenche. Mais de savoir que cette vague biochimique-là, elle ne dure pas éternellement si on ne la nourrit pas avec des pensées. Elle est faite juste pour durer quelques minutes, en fait, ou quelques heures tout au plus, selon les différentes sources scientifiques. Donc, si on la nourrit pas, puis qu'on la repousse pas non plus, parce que ça aide pas parce qu'on est comme en résistance, donc on la renforce encore plus. Donc, on fait juste dire, OK, elle est là, on l'observe comme un nuage qui passe dans le ciel. Ben, tranquillement, pas vite, on transforme vraiment graduellement, par exemple, mais on transforme notre lien à ça, notre rapport à la colère ou à la peur ou aux émotions qui ont tendance à être un peu récurrentes ou schématisées. On a des façons de faire qu'on a appris, des façons de penser, des façons de voir les choses, des façons de vivre, des façons de réagir hormonalement, neurochimiquement. C'est ça, les émotions. Donc, tranquillement, pas vite, on a un peu plus d'espace puis de sain détachement pour dire « Ah, OK, tu sais, il y a ça. Et je peux choisir un peu plus la réaction que je veux avoir, ou en tout cas avoir un peu plus de détachement face à mes propres réactions face à tout ça. » Fait que graduellement, ça nous permet de nous transformer ou d'être un peu plus... d'avoir un peu plus de recul, puis d'être plus posé, puis de choisir davantage nos réactions, même nos pensées éventuellement, de se modifier. Ouais. Puis, tu sais, mettons, quand quelqu'un qui commence à méditer ou comme quelqu'un qui recommence à méditer, tu dirais ça prend combien de temps avant de commencer à voir que ces muscles-là, ils deviennent plus forts ou qu'ils viennent... je sais pas, je te pose la question parce que je connais au niveau physique la réponse, mais au niveau intérieur, mettons, au niveau méditatif, je sais pas, tu sais... Est-ce que toi, tu as comme remarqué un pattern chez les gens que c'est peut-être que la première semaine, deuxième semaine, tu as peut-être une paix d'esprit, mais genre les patterns ils continuent de s'exprimer comme avant, mais au bout de, je sais pas. Mais je peux parler un petit peu, il y a deux façons de l'aborder. Il y a l'expérience personnelle, mais il y a aussi l'aspect scientifique. Là. J'ai quand même regardé beaucoup la littérature scientifique là-dessus, puis il y a des recherches de plus en plus qui ont été faites sur la pleine conscience. Ça a été vraiment un champ là, super exploré par les chercheurs là, depuis les dernières années. Puis, ce qui est dit dans la littérature scientifique, c'est qu'en à peu près 8 semaines, tu prends un groupe de gens qui n'ont jamais médité, puis tu les mets sur un programme de méditation pleine conscience d'une trentaine de minutes par jour, par exemple. Ben, en 8 semaines, ils commencent déjà à avoir des changements observables au niveau du cerveau. Wow, il y a des parties du cerveau comme l'amygdale, qui est vraiment une petite structure au centre du cerveau qui est responsable de la peur, de l'anxiété. On dit que les gens qui vivent dans les villes, surtout dans les quartiers violents, mouvementés, vont avoir une amygdale très active. Bon, ben cette partie-là du cerveau chez les personnes, même après 8 semaines, un groupe de débutants commence déjà à se modifier, à être moins active, à se rapetisser. Donc, il ne faut pas avoir peur. Là, nos structures de survie vont toujours rester. Là, on va toujours être capable de réagir à une menace imminente. Là, on est fabriqué pour ça, mais est souvent suractivé. Donc, notre capacité d'avoir plus de recul face aux événements, puis être moins stressé par différents scénarios qu'on peut se faire aussi intérieurement. Donc, quand on médite, ça transforme assez rapidement là, les structures du cerveau, les connexions entre différentes parties du cerveau aussi. Fait que déjà, en 2 mois, scientifiquement, il y a des preuves que ça change au niveau du cerveau. Puis, tu sais, l'amygdale, dans le fond, c'est à ne pas confondre avec les amygdales dans la gorge, mais qui est 2 trucs super différents. Mais ouais, j'avais entendu parler des amygdales, mais pas par rapport à la méditation. Fait que, puis c'est une des forces, je trouve, dans ce livre-là, c'est que à la fin de chaque paragraphe, tu as les sources scientifiques que tu as utilisées, tu sais, puis tu vois que, OK, au moins, il y a des statistiques, il y a ton expérience personnelle, mais il y a aussi comme l'expérience des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Puis aux États-Unis, ça a été un gros mouvement, là, quand même, la pleine conscience. Puis c'est là-dessus que toi, tu te bases beaucoup. Que c'est un sujet que je voulais aborder parce que tu parles de pleine conscience et de pleine présence aussi. Puis j'aimerais ça t'amène la nuance entre les deux, mais... tu voulais aussi parler de ton expérience personnelle sur ce que ça changeait. Là, oui, ben, tu sais, dans le fond, ça m'a pas surpris quand j'ai vu comment les recherches documentaient, dans le fond, parce qu'on le sent, dès qu'on se met à méditer, assez rapidement, on les sent, les bienfaits. Mais tu sais, pour que ça commence à s'inscrire vraiment dans la matière, puis la matière grise, là, carrément, dans les structures du cerveau, ça prend pas tant de temps que ça, comme on vient de le dire, mais c'est sûr qu'après, il faut s'entraîner, il faut continuer. Puis dans une partie du livre, vers la fin, où là, je parle il y a une méditation qui est à la fin du parcours, qui est la méditation de la compassion, où là, c'est vraiment de faire le lien du je au nous, de passer de l'individualité à
on fait tous un, dans le fond. On est tous interdépendants avec la nature, les uns les autres. Puis dans cette section-là du livre, j'ai regardé des recherches qui ont documenté l'effet de ce type de méditation-là, particulièrement la méditation de compassion. Puis ils ont étudié des moines qui font de la méditation de compassion depuis des milliers d'heures. Là. On parle de pratiquants vraiment aguerris. Fait que ce que les chercheurs ont observé, c'est qu'avant même qu'ils partent les enregistrements cérébraux, au niveau du cerveau, déjà, leur cerveau était en ondes gamma. Ça, c'est des ondes vraiment de présence, de grande conscience. Ils sont très vigilants, mais sont en même temps hyper calmes. Puis il y a une connectivité entre les différentes aires du cerveau qui est vraiment typique des états de grande créativité, de conscience très profonde. Donc, eux, avant même de commencer à méditer, sont déjà dans cet état-là. Fait que tranquillement, ce que les chercheurs disent, c'est que il y a des effets quand tu commences. Au tout début, il y a déjà des effets, mais les effets vont vraiment, c'est avec le temps, puis la pratique, plus ça fait longtemps, puis plus le nombre d'heures est important, l'intensité est importante, plus ça transforme vraiment l'état du cerveau, donc l'état d'être. Ouais. C'est fou, ça. Avant même de méditer, dans le fond, ton cerveau, il rentre dans un état, tu sais. Fait que ça veut dire que l'effet est comme permanent, ou l'effet, tu peux aller le rechercher un peu n'importe quand. Dès que tu te mets à penser à ça, ça te ramène au... Puis d'après ce que ces recherches-là montraient, c'est, en tout cas pour ce qui est de ces moines-là qui ont des milliers d'heures, là, ils sont comme ça. La neuroplasticité a tellement été importante dans leur cas qu'ils sont dans cet état-là de manière permanente, finalement. Fait que ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Vraiment. C'est vraiment, vraiment génial. Puis tu fais beaucoup de liens dans ton livre par rapport à la ville versus les gens qui vivent comme en nature, tu sais. Puis je pense qu'il y avait une étude qui disait que les Québécois même, c'est une étude sur les Québécois qui disait que le taux d'anxiété des gens qui vivent en ville est beaucoup plus élevé que ceux qui vivent en nature, tu sais. Puis quand même assez surprenant, là, comme un truc de 39% ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis ça amène encore plus de valeur à comme justement peut-être implanter une routine de méditation comme quand tu es en ville, là, tu sais, parce que ça a un énorme impact sur toi, là, tu sais, puis sur tes décisions, sur ta façon de voir la vie. Puis... Absolument, ouais, tout à fait. Puis en même temps, je pense qu'on peut vraiment connecter avec la nature, même n'importe où, dans le fond, parce qu'on en fait partie. Puis j'ai écrit un article récemment pour un magazine sur le web, puis ça m'a amené à refaire un petit peu une revue de littérature sur... je me disais, on sait l'effet de marcher en nature, c'est documenté, ça fait baisser le taux de cortisol, ça apaise le système nerveux, même au Japon, ça fait partie de la médecine préventive, donc ça aide à faire de la prévention pour beaucoup de problèmes là, physiques et intérieurs. Puis là, je me disais, si soit on regarde des images de nature ou on les visualise à l'intérieur de nous, ça a-tu un effet? Tu sais, c'est-tu mesurable? Oui, c'était ça ta première question, là, tu sais, de début de recherche, c'était ça, puis là, ça t'a amené à... Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai écrit cet article-là cet hiver, là, il est paru au mois de mars, puis donc des articles même tout récents de chercheurs japonais, même cet automne, en contexte de pandémie, voir si de faire regarder des images de nature aux gens, ça avait un effet, parce qu'on est confinés. Puis oui, en fait, ils ont observé des effets positifs, comme si on marchait en nature. La visualisation d'images de nature aussi baisse l'anxiété. Pour ce qui est de regarder les images de nature, ce que les recherches disaient, c'est que, par contre, l'effet est moins long. Parce que quand si t'es dans la nature. Oui, si on va marcher en nature, une randonnée va avoir des effets pendant plusieurs jours. Mais c'est ça, le fait de visualiser, c'est un peu moins... c'est un petit peu moins pérenne là, comme effet. Mais quand même, gentil. Puis moi, ça me ramène tout le temps à me dire comme... On a peut-être... évoluer vraiment intensément au niveau comme mobilier, technologie, Internet et tout, mais notre cerveau, il reste quand même primitif, tu sais, dans le sens que primitif, dans le sens que si tu fermes les yeux puis tu visualises quelque chose, ton corps, il pense qu'il est devant cette chose-là si tu y crois assez fort, tu sais. Je pense que dans ces études-là, je me demande c'est quoi le niveau de croyance de la personne par rapport à est-ce qu'elle est en forêt en ce moment ou pas, tu sais, dans le sens que il y a des gens, mettons, qui pourraient fermer les yeux puis faire comme, je visualise une forêt, mais tu sais, je sais que je suis pas devant une forêt en ce moment. Mais je connais des gens autour de moi, peut-être, qui ont une vision un peu différente de la vie. Puis si t'es comme à côté d'eux, puis t'es dans une forêt en ce moment, imagine-toi qu'il y a l'eau, t'entends le bruit de l'eau, puis là, ils sont comme, oh my God, je suis vraiment comme dans une forêt en ce moment. Je me demande à quel point les deux vivent une expérience différente, puis à quel point la longueur est affectée là, de l'effet de la visualisation, mettons. Là. Oui, je pense que plus qu'on passe par les 5 sens,
tu sais, de Ouais. faire vraiment imaginer à la personne, tu sais, ressentir sur sa peau, qu'est-ce qui se passerait si elle était en nature, les odeurs, les bruits. Tu mets des huiles essentielles de sapin, Oui, de... par exemple. Puis même, on sait que un des effets positifs de marcher en forêt vient, entre autres, des huiles essentielles qui sont émises par les Ah conifères. ouais? Ok, je Ouais, savais pas ça ça. a été documenté, là, que ça fait baisser plusieurs indicateurs de stress. Fait que, oui, effectivement, tu sais, c'est pas ésotérique, là, Non, de non. mettre des huiles essentielles de conifères, par exemple. Tu sais, c'est très physique, c'est très Ouais. biologique, là. Ça a un impact sur notre physiologie. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des gens, je suis pas mal sûr, qui pensent que c'est tu sais, genre Mhm. spirituel ou ésotérique de mettre des huiles essentielles, mais juste en disant ça, c'est comme, oh, ok, fait que l'odeur en tant que telle vient créer une sensation au niveau de mon cerveau, là, c'est Ouais, chimiquement prouvé, là, tu sais, fait ouais, absolument. ouais. Puis il y a même des, entre autres, un grand biologiste, Edward Wilson, il est assez connu, il a beaucoup travaillé sur la biodiversité, tout ça. Puis dans les années, il y a quelques décennies, il avait émis une hypothèse qui est assez reconnue, qui s'appelle la biophilie. Dans le fond, c'est que le fait c'est tellement, on fait tellement partie de la nature que le fait de se connecter à elle nous amène invariablement un bienfait parce que Mm. on est câblé pour ça, Ouais, pour se ouais, connecter à la nature, on en fait partie. Fait que tu sais, tout ça, c'est une logique, dans le fond, là. ouais, clairement, là, puis genre, on l'a dit vite, là, mais je trouve que c'est important parce que tu as parlé du Japon, tu sais, mais même au Japon, comme tu écrivais dans ton livre, ils prescrivent, mettons, des bains de forêt, là, qu'ils appellent, c'est un genre de nom Shinige. Shinrin-yoku. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Moi, je l'ai pas retenu, mais tu sais, des bains de forêt japonais, ben, il y a une prescription pour ça parce que, dans le fond, ils voient des énormes effets sur tout ce qui est dépression, anxiété, troubles de l'humeur, Mhm. puis même, ça peut aller plus loin. Je suis pas sûr qu'au niveau digestif, ça l'aide aussi, tu sais, Ouais. pour le transit, mais c'est peut-être justement parce que ça nous amène dans un état plus parasympathique qui est comme un état de Ouais. régénération, là, tu sais. Absolument. Puis, Ouais. moi, je trouvais ça vraiment impressionnant de voir comme à quel point on sous-estime peut-être la nature, tu sais. Puis toi, ça a été une connexion que tu as depuis que tu es jeune, tu sais, tu disais, Ouais. mais aujourd'hui, on sent à quel point c'est important d'aller prendre un 20 minutes, 30 minutes par semaine, s'il faut, mais genre au moins par semaine, là, tu sais, d'aller dans la forêt juste pour comme Mhm. se reconnecter à quelque chose de plus grand, là, tu sais. Puis Ouais. un de tes exercices, ça disait aussi de juste de marcher sans but, Mhm. tu sais, versus de marcher dans un sentier puis comme à dire, ah oui, il faut que je me rende jusqu'au top, tu sais, mais Ouais. juste de errer dans la forêt, tu sais, ça peut être super bénéfique, là. Ouais, de pas avoir d'objectif, puis de Mhm. vraiment juste être au présent avec le corps. Puis effectivement, c'est parce que ça stimule un petit peu plus le parasympathique. Ouais. Tu sais, Mm. moi, juste de réfléchir et me dire, hey, marche sans objectif dans la forêt, tu sais, je suis pas Mhm. mal sûr que ça procure déjà un calme, tu sais, ça procure Ouais. déjà un genre de, ah oui, ok, Ouais. j'ai pas d'objectif, tu sais. Ouais, Puis là, tout à fait. ouais, Ça fait du bien. vraiment, tu sais, ça, Ouais. ça va nulle part, Mm. ça va en dedans de nous, mettons. Ouais, c'est ça. C'est Mais, ça l'objectif. ouais, c'est ça. Fait qu'il était temporel. C'est Ouais, bien. ouais. J'aime ça. Mais je m'étais écrit plein de petits sujets dans le fond, mais on a commencé à en aborder une coupe, mais la connexion à la nature, toi, c'est comment tu entretiens ça dans ta vie? Parce que tu habites en ce moment à Montréal, Ouais. malgré Mhm. tout. Fait que Ouais. est-ce que tu te fais des séjours comme dans la nature ou comment? Oui, ben j'y vais le plus souvent possible. Bon, c'est sûr que je vais marcher au parc tous les jours, puis Ouais, tous les jours, je m'entoure de plantes. Quand je médite, je me connecte à tout. Dans le fond, je me Mhm. connecte à la nature, je me connecte à plus grand que juste mon... Je me connecte au corps pour commencer, mais à partir de là, je me connecte à plus grand que mon corps. Mais je vais régulièrement en nature, là. Le plus Mhm. souvent possible, je vais sortir de Montréal, puis essayer d'aller faire une marche en forêt, puis Ouais. tant que je peux. Ouais. Ouais, clairement, c'est tellement important. Moi, mettons, c'est l'inverse, je fais des bains de Montréal. OK. Parce que j'habite Ah! à Sainte-Adèle, tu sais, puis je Mhm. suis comme dans la forêt, il y a un lac devant chez nous, puis des fois, je suis comme, ah, j'ai besoin d'aller me stresser un peu en ville. Oui. Un peu différent. Ouais. Mais j'ai déjà habité dans le bois pendant plusieurs années, puis Ouais. c'est sûr que je vais retourner vivre à Montréal, c'est juste un passage. Là, je suis née à Mhm. Montréal, mais je me suis jamais vraiment sentie une fille de la ville, là. Ouais. Puis quand j'ai vécu dans le bois, c'est là que j'ai commencé en fait à méditer, tout ça, parce que, et bon, il y avait le problème de santé dont j'ai parlé tantôt, Mhm. mais il y avait aussi du stress, là, tu sais, je veux pas on transporte notre état d'être, Partout, même si là. on est dans, dans un désert avec le silence le plus profond. Donc, ça m'a fait aussi, ça m'a aidé à avoir du discernement justement entre la partie
qui est de moi, de ma paix intérieure versus l'extérieur. J'étais dans un endroit, on peut pas plus calme, là. Donc, ce qui était du bruit intérieur, je pouvais pas le confondre avec l'extérieur. Fait que ça m'a aidé vraiment à distinguer les deux. Ouais. Puis quand je suis revenue en ville, ben vraiment, j'étais beaucoup plus en possession de mes moyens pour être au calme, malgré ce qui m'entoure, tu sais. Ouais. Fait que dans, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des deux. C'est important d'aller en nature, mais en même temps, vraiment du pouvoir aussi sur notre état intérieur, en se connectant au corps, en se connectant à la respiration, en étant pleinement présent, en étant là. Je trouve ça full intéressant, le truc de bruit extérieur versus bruit intérieur, tu sais, parce que souvent, je veux dire on, peu importe qui, là, au nom de qui je parle en ce moment, mais tu sais, il y a tellement de bruit comme à l'extérieur, puis tu sais, par bruit, ça peut être comme un souper un souper organisé avec des amis, une activité, la télé, une émission, de la musique, tout ça, ben, ça amène tellement de bruit à l'extérieur que ça devient comme difficile d'entendre le bruit à l'intérieur, tu sais, puis souvent, je trouve que la première étape, c'est de juste tout fermer, puis aller s'asseoir quelque part, pas besoin d'être sur un coussin de méditation, n'importe quoi, sur ton divan, tu sais, puis de juste faire comme, OK, je vais écouter comme le bruit qu'il y a en dedans, tu sais, puis souvent, comme c'est un peu en tout cas de ma perception, là, c'est une réflexion du bruit interne, le bruit externe qu'on met, tu sais. Genre, où c'est un désir de ne pas vouloir se concentrer sur le bruit interne, tu sais, mais à quelque part, je trouve que de juste tout fermer, mais ça t'amène une écoute, tu sais, puis quand tu as parlé d'aller, ben, t'habitais en campagne, peu importe où, mais le bruit est tellement moins fort là, tu sais, que là, t'entends le bruit intérieur, puis ça peut devenir comme angoissant ou stressant, puis là, à ce moment-là, de juste rentrer dans une méthode de méditation comme la pleine conscience, tu sais, que peut-être tu pourrais un peu expliquer pour qu'on ait une idée c'est quoi, là, tu sais, mais ça amène juste potentiellement l'écoute nécessaire pour juste faire comme, OK, le bruit intérieur, il est pas trop épeurant, je peux l'aborder tranquillement, puis plonger dedans, là, mettons. Absolument. Ouais, puis des fois, au début, il a l'air gros puis épeurant, mais si on fait juste respirer puis justement pratiquer la pleine conscience dessus, je vais l'expliquer c'est quoi d'ailleurs, mais juste comme l'observer, l'accueillir, revenir à la respiration, revenir à la respiration chaque fois qu'on est distrait, puis que nos pensées dérivent, toujours revenir à la respiration. Fait que ça, pardon, rapidement, on va se rendre compte que ça nous apaise, puis le bruit va doucement diminuer. La pleine conscience, c'est l'état d'observateur silencieux. Dans le fond, c'est vraiment d'être pleinement présent en observant les pensées, les émotions, les sensations physiques, les sensations émotionnelles, mentales, les perceptions qui nous traversent au moment présent, sans jugement. Donc, sans analyser, sans catégoriser, sans partir dans des scénarios, des justifications, des blâmes sur les autres. Tu sais, c'est sûr que ça va surgir. Mais c'est de juste faire « OK, je m'en rends compte, je reviens à ma respiration ». Fait que dans une méditation, on peut revenir 50, 100 fois, là, notre respiration, s'observer dériver. « Ah, tiens, j'étais partie, je reviens. » Dans les 5 premières minutes. Exactement. Puis c'est correct, c'est de pas commencer à culpabiliser parce qu'il y a tout un mythe autour de la méditation qui est de « Ben là, je claque des doigts puis il faut que j'ai la tête vide, là. » Oh là là, c'est la barre est trop haute, là. Donc, vraiment juste accueillir les pensées. Une des très bonnes images, c'est de... Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Je l'emploie souvent quand je guide des méditations, puis les gens, ça leur parle beaucoup. C'est, je m'assois sur le bord d'une rivière. Je visualise que je suis assise sur le bord d'une rivière. Puis la rivière coule. La rivière représente mes pensées. Moi, je suis là. Puis quand il y a une pensée qui arrive, une émotion, peu importe, qui aurait tendance à me distraire, ben, je fais juste la déposer à la surface de l'eau, comme si c'était un nénuphar ou une plante, ou une feuille d'arbre. Je la laisse dériver. Fait qu'il y a un mouvement qui est là, il y a une mouvance qui est là autour, qui est celle d'une partie de la conscience qui tourbillonne, mais moi, je reste centrée à l'intérieur. Puis tranquillement, pas vite, faisant ça, mais c'est déjà le début de l'observateur silencieux. Puis plus on le fait, ben plus on va sentir le bienfait de cette capacité de prendre du recul. Là. Mais c'est ça, puis t'en parles, puis j'ai vraiment comme envie d'être naïf, puis d'aborder le sujet vraiment d'une nouvelle vision, d'un nouvel angle de vue, tu sais, puis je me dis, OK, mais une fois qu'on a fait ça, là, mettons qu'on a observé, tu sais, à quoi ça nous sert?
Genre, mais C'est c'est une vraiment une très question qui bonne m'a monté, question. là, Oui! genre, puis pourtant, en tout cas, Uh-huh. ben, moi, Mais j'aime vas-y, je te ça, ta laisse, ouais. question. Oui, oui, c'est Ouais. super bon parce qu'effectivement, c'est comme de que c'est. Ok, ça fait 1 heure là, que je mets des choses sur la rivière, là, tu sais, ça me piquait Oui, sur la cuisse, je l'ai mis sur la rivière, c'est parti. J'ai pensé à mon souper, je l'ai mis sur la rivière, il est oui, parti. oui, oui. Ben, en fait, c'est que de faire ça, Mhm. souvent, je vais donner l'exemple concret. Souvent, quand je guide des méditations, des fois, les gens après vont me dire, dans le tour de table, mettons, y a-tu des questions? Comment Mhm. ça s'est passé pour vous? Les gens souvent vont dire, ben, je ne sais pas si j'ai réussi à méditer, j'avais vraiment beaucoup de pensées, puis bon, je revenais à ma respiration, mais là, je leur demande, mais comment tu te sens maintenant par rapport à Mhm. tantôt? Ah, ben, je me sens vraiment plus calme, puis l'esprit plus clair, tout ça. Bon, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est que la méditation amène, même si on a eu beaucoup de pensées, même si, tu sais, on a pris 15, 20, 30 minutes à juste revenir à notre respiration, puis laisser dériver les pensées dans le cours d'eau, Ouais. l'effet produit est observable, tu sais. Fait que c'est... on mesure pas... éventuellement, l'esprit va devenir de plus en plus calme, la quantité de pensées risque de réduire, le rythme aussi, mais en pourchassant pas, Mhm. en poursuivant pas l'objectif de dire « Ah ben là, il faut que je me vide l'esprit c'est ça qui crée, dans le fond, l'effet de calme, d'être plus centré, d'avoir plus l'esprit clair. Mhm. Puis ce que ça fait aussi, moi je trouve ça super important, je parle de la pleine conscience dans le livre, mais pour moi, la pleine conscience, si elle n'est pas accompagnée de bienveillance, Mhm. en anglais, j'aime beaucoup, il y a une professeure, une psychologue et professeure de méditation américaine que j'aime beaucoup, Tara Brach, j'en parle dans mon livre. Ouais. Elle parle toujours des 2 ailes de la pratique, c'est le mindfulness, donc la pleine conscience, on Ouais. observe, on est dans le témoin silencieux, puis le heartfulness, fait que ça c'est la Mhm. partie, ben le cœur s'ouvre, puis on change de perspective. On n'est plus dans une perspective juste étroite, tournée vers l'extérieur de jugement, où on se tape sur la tête, où on tape sur la tête des autres, on se culpabilise, où on dit « Ah ben c'est de la faute de telle chose ou de telle personne, c'est dans ma vie, c'est comme ci ou c'est comme ça ». Mais on a juste le cœur ouvert, puis on accueille ce qui est, dans le fond, ce qui existe sans résistance, puis ça nous remet en contact avec notre Mhm. créativité, on a beaucoup plus de perspectives, puis souvent, physiquement, c'est très différent. D'ailleurs, on le sent que quand on s'assoit, souvent, on va être en contraction. Tu sais, le corps va être crispé, on se sent plus... le focus de notre conscience est plus fermé. Puis après, on va être beaucoup plus un sentiment d'expansion, sentiment de, bien Mhm. évidemment, de détente, mais vraiment un sentiment que notre focus est plus ouvert, on est plus créatif. C'est comme si on passe du mode survie au mode créativité. Ouais, ouais, ouais. Fait que Ouais. l'aspect heartfulness, bienveillance, cœur ouvert est pour moi aussi important que la pleine conscience. Parce qu'on peut faire des choses horribles en pleine conscience aussi. J'en parlais avec quelqu'un récemment, mais Ouais. c'est ça, tu sais, il faut faire attention pas non plus que la pleine conscience soit juste récupérée pour des fins, je sais pas moi, par exemple, de rendre des employés plus productifs dans une Mhm. entreprise et juste instrumentaliser ça, mais vraiment l'amener pour amener des qualités humaines plus grandes dans la société aussi, comme la bienveillance, la compassion, l'empathie, Ouais. Ouais, la ouais. coopération, l'altruisme. Qui est la dernière étape, comme tu disais, genre chapitre Mhm. 4, 5, 6 ou quelque chose comme ça dans ton Ouais, livre. Ouais, je voyais ça tout à fait. ce matin en lisant la fin. Là. Je volais des Mhm. punchs. Mais ouais, j'aime ça, tu sais, le côté heartfulness qui amène peut-être je sais pas, apprivoiser des émotions des fois qu'on oublie, comme l'empathie juste par rapport à soi-même et tout. Mais Mhm, mhm. j'ai, par mon expérience aussi, tu sais, j'ai remarqué qu'avec le temps, plus que je méditais, des fois, de manière assez aléatoire, tu sais, il y avait des émotions qui montaient. Comme, il y Mhm. avait des fois, genre, je pouvais soit rire, tu sais, des émotions, c'est tout le spectre, là, tu sais, autant, genre, je pouvais rire, avoir de la joie, de la gratitude, mais aussi, des fois, je pouvais quand même être triste ou avoir de la colère qui montait, mais sans que, sans voir vraiment à quoi c'était relié, tu sais, puis, Mhm. tu sais, ça, tu mettrais ça où, tu sais, ça fait quoi, comme dans la méditation, pourquoi c'est là, tu sais? C'est certainement des genres de mémoire dans ton corps, tu sais, qui montent à ce moment-là, puis ça nous arrive tous, là. Mhm. Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment juste les accueillir pour ce qu'elles sont sans tenter de les chasser, sans... Des fois, c'est sûr que des fois, c'est inconfortable, là. Ça fait Mhm. monter des fois des choses. Sauf que moi, je trouve que c'est une grâce parce que là, on vient comme d'ouvrir un espace, puis notre corps se sent à l'aise de Mhm. vivre des choses qui sont
enfouies, que là, pour X raisons, ça se réactive, mais c'est vraiment pour plus de liberté. Moi, c'est comme ça que je vois ça, là. C'est vraiment Ouais. pour justement, je vois ça comme un contenant. On vient de se déposer dans un contenant plus grand que d'habitude. Puis là, il y a de l'espace, fait qu'il y a des choses qui peuvent surgir, mais c'est pour qu'on puisse justement être dans un contenant plus grand à l'intérieur de nous. Fait que c'est positif. Puis dans ce temps-là, le piège, ça serait de vouloir les repousser, les mettre en dessous du tapis, puis dire non, non, tu sais, Fait que juste se permettre de les vivre, tu sais, sans non plus tomber dans ruminer, mettons, des émotions, Du la passé. colère, Ouais, du c'est ça. passé, des choses comme ça, mais vraiment juste les accueillir, là. Puis là, l'analogie par exemple, de le mettre sur la rivière, tu sais, ça correspond. La rivière va pas nécessairement trop vite non plus, dans le sens ça peut juste être comme je le mets sur la rivière, mais je le vis aussi complètement. Ou c'est ça que tu veux dire aussi par ne pas le cacher ou Oui, oui, c'est oui. comme ok, Oui. je deviens l'observateur qui vit cette émotion-là, mais aussi qui est capable de s'en détacher un peu ou. Oui, aussi. Tu sais, il y a cette visualisation-là de la rivière, mais quand, Ouais. mettons, on arrive sur des émotions, là, c'est plus envahissant, on va dire, Ouais, plus présent. Là, il y a une autre méthode dont je parle dans le livre, là, c'est vraiment, j'appelle ça le nettoyage des racines, là. Ok. C'est pas moi qui ai inventé le terme, là, c'est des enseignants que j'ai eus. Ouais. Mais dans le fond, c'est qu'on vient vraiment, on s'assoit dans l'intention d'accueillir pleinement les émotions qui vont monter. Puis c'est comme un genre de petit collier de perles Ouais, qu'on- comme un mala, là, Ouais. qu'on passe perle après perle. Ouais, c'est ça. On fait juste laisser monter les émotions une après l'autre. Tu sais, il y a 4 étapes dans le fond. C'est qu'on perçoit l'émotion. Ah, OK, tu sais, j'ai une boule dans l'estomac. Ah, tiens, il y a de la tristesse. Fait qu'on essaie de la nommer le plus possible. Ouais. Donc, on l'aperçoit, on la nomme. Après ça, on accepte qu'elle est là. C'est juste comme, ah, elle est là. Fait qu'on arrête de résister puis de lutter contre. Puis après ça, on l'accueille. Puis là, c'est beaucoup avec le cœur, dans le fond. Là, c'est vraiment juste d'ouvrir notre cœur à accueillir. OK, c'est présent. Puis je lui permets juste d'exister puis d'être là. Puis je l'accueille à cœur ouvert comme j'accueillerais un ami qui est pas bien, qui fait le mal, qui vit un moment difficile. On accueille, puis là, le défi à ce moment-là, c'est que le mental n'embarque pas à vouloir juste soit la repousser ou justifier des choses ou blâmer quelqu'un ou se blâmer soi. Fait que juste rester dans « OK, j'accueille », puis revenir aux sensations dans le corps. Puis ça, tranquillement, pas vite. Puis on fait ça jusqu'à temps qu'on se sente en paix pendant quelques minutes. Fait que là, on vient de... Il y a un petit bout de chemin neuronal, je pense qu'on vient de nettoyer un petit peu, là. Tu sais, de faire comme « Ah, OK, ça, c'est plus paisible. » Elle va peut-être revenir sous d'autres formes plus tard dans d'autres méditations, cette émotion-là. Peut-être associée à un autre ensemble d'émotions, mais à chaque fois, on nettoie un petit bout, puis ça nous donne confiance, ça nous permet de se recentrer. Puis ça nous permet d'aller dans, moi, je pense, nos qualités intrinsèques, naturelles, humaines de bienveillance, de paix, de bonté. Je pense on a, oui, un côté cerveau de survie que quand on se sent déclenché, on se sent menacé. Ben là, on est plus en mode combat ou fuite, puis là, on est tourné vers l'extérieur, puis c'est une réaction émotionnelle qu'on a où on a associé ça à notre survie quand on était plus jeune, par exemple. Ben là, ça va être de juste respirer, se calmer. Puis là, ça va permettre à l'autre partie de notre cerveau qui est plus capable d'empathie, de bonté, tout ça, d'émerger puis de prendre un peu plus de place. Fait que, dans le fond, c'est de se donner les moyens, dans le fond, de pouvoir être plus dans notre plein potentiel, je dirais, ou donner le meilleur de qui on est, là. Ouais. Ben, je vois qu'on dirait que plus que la méditation, notre niveau de méditation avance, tu sais, avec le temps ou avec la pratique, ben, il y a quand même des processus actifs qu'on peut utiliser ou des outils, par exemple, de conscience qu'on vient comme insérer dans notre méditation, parce que s'il y a une journée qu'il n'y a pas d'émotion qui monte, ben, on la cherche pas non plus nécessairement, mais si il y a de quoi qui monte, ben, ok, j'ai quand même des outils que je peux utiliser pour la travailler ou l'aborder, tu sais, puis ça me fait beaucoup penser comme au concept de vulnérabilité, tu sais, puis j'imagine que ça t'amène aussi dans ta vie de tous les jours après ça, tu sais, t'es pas nécessairement en méditation toute la journée, fait que j'imagine que quand tu vis aussi une émotion, ben, il y a cette pratique-là, genre d'acceptation de ce qu'on vit, que tu peux comme appliquer aussi dans ta vie de tous les jours, tu sais. Absolument. Je parle à quelqu'un, puis il y a une tristesse qui me monte, ben ok, j'en prends conscience.
Puis là, je la nomme, tu sais, au début, ça peut être un feeling physique, tu sais, puis ouais, je sais pas si... Absolument. Oui, tout à fait. Ouais, C'est en plein ça. La vulnérabilité, c'est une force, en fait. T'sais. On appelle ça la vulnérabilité parce que du point de vue du mental ou de notre posture quotidienne où on est un peu plus peut-être souvent tourné vers la critique ou le jugement de soi ou les catégorisations. C'est ça, sa job à notre mental. Là. Il est fait pour ça. Lui, il fait des petites boîtes, il analyse tout ça. Ouais. Il compare des choses. Fait que dans le quotidien, on est beaucoup dans ce mindset-là, dans cette attitude-là. Fait que de ce point de vue-là, quand on vit une émotion, qu'on se sent un peu tourbillonnant à l'intérieur et quelque chose qui est réveillé, ben on se sent vulnérable, tu sais. Mais en fait, de l'accueillir, si on l'accueille, là, ça lui donne l'espace pour se transformer, ça nous remet dans une plus grande créativité. On peut voir, OK, tu sais, je suis réactivée dans une tristesse, mais peut-être que je peux, si ça a été réveillé par une conversation avec quelqu'un qui se passe un conflit, ben si on accueille pleinement ce que ça nous fait, on en prend responsabilité, on risque beaucoup plus quand on va, par exemple, s'asseoir pour parler avec la personne, on va pas être en mode attaque, on va être en mode « Ah tiens, ben je te propose ça, tu sais, comme solution », puis on va être beaucoup plus ouvert puis créatif. Ouais. Donc, au contraire, de l'accueillir pleinement puis de la laisser être le temps qu'elle a à être, il y a d'autres choses qui vont émerger en dessous puis ça va nous redonner accès à notre espace, notre créativité. Ben, c'est une force, tu sais. Fait que c'est d'entrer dans la vulnérabilité, mais dans le fond, c'est pour accéder à toutes nos forces intérieures. Ouais, j'aime ça. Je l'avais peut-être pas nécessairement comme autant fait ce lien-là directement comme dans mes réflexions par rapport à la méditation, tu sais, mais j'aime ça que ça s'applique aussi après, tu sais, puis quand je cherchais un peu tantôt la question, je cherchais des outils comme, OK, mais une fois que tu as fait ces méditations-là, ça te sert à quoi dans ta vie de tous les jours? Ben ça, je trouve, c'est un gros level up, là, tu sais, c'est un bel apprentissage que tu appliques directement dans ta vie, là. Absolument. J'aime full ça, là. Ouais. Puis, tu sais, quand tu parlais de pleine conscience versus pleine présence, est-ce que c'est toi qui amènes ce concept-là ou est-ce que c'est comme... Ça sort de où? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la différence pour toi? C'est un concept qui existe dans d'autres approches. Entre autres, la fasciathérapie. Il y a des approches en Europe, entre autres, là, qui ont amené cette idée-là de pleine présence. Puis ça a toujours fait du sens pour moi de dire avant, quand on s'assoit dans l'idée de pratiquer la pleine conscience, mettons, ou même dans notre quotidien, même si on est en action, ben avant, c'est d'être pleinement présent dans le corps. Fait que de se ramener à l'intérieur, de se ramener dans notre respiration, de connecter avec nos différentes parties du corps, les sensations physiques. Ça nous ramène au présent, d'abord et avant tout, fait qu'on a moins tendance à partir dans les ruminations du passé, les projections dans le futur. Ça nous ramène à l'intérieur de nous, fait que on n'est plus autant dérivé vers l'extérieur. Fait que d'abord la pleine présence dans le corps, puis après ça, OK, là, on peut observer davantage qu'est-ce qui se passe dans nos pensées, qu'est-ce qui se passe dans nos émotions, qu'est-ce que l'extérieur suscite en nous. Fait que pleine présence précède pleine conscience, dans le fond. Ouais. C'est un bon préliminaire à comme faire la pleine conscience après. Là. Ouais, c'est vraiment comme un exercice concret là, de juste se ramener un peu dans nos bottines, là, je dirais, là, tu sais. On revient dedans de nous, là, tu sais. Tout à fait, Ouais, j'aime ça. Puis, mettons, un des derniers sujets que j'avais marqué par rapport à comme la peur, là, mettons, qu'est-ce qui... Tu sais, t'as parlé de relation à la peur, tu sais, dans le début du livre, tu sais, puis je voulais savoir comme, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, la relation à la peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu affrontes quand tu es en méditation ou c'est-tu quelque chose qui monte naturellement ou des peurs ou des... Je sais pas... Comme les émotions, est-ce que c'est des trucs qui remontent aussi quand on fait de la méditation, mettons certaines peurs ou... On peut l'aborder de tous ces angles-là. Ouais. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est d'où le livre aussi, là, c'est que quand tu l'as dit tantôt un peu, tu sais, au début, quand on commence la méditation, bon, c'est le fun, on a un feeling de « Ah, tiens, c'est apaisant, respirer, ça apaise le système nerveux », fait que on peut être un peu, des fois, porté sur une espèce de petit nuage, des fois, mais à force de pratiquer, puis quand on s'assoit, ben là... Le quotidien, des fois, amène des choses. On va être impatient sur le coussin de méditation. On va avoir des colères, des fois, qui vont surgir. On va avoir de la culpabilité, de
peu importe la raison, de ne pas être assez là pour nos proches, name it, là. Il y en Ouais. a des choses qui se passent dans un humain, dans une journée. C'est clair, là. Fait que tout ça, à la base, vient pour moi, en tout cas, la base de toutes les autres émotions, c'est souvent la peur, tu sais. C'est la peur de pas être à la hauteur, c'est la peur de comment les autres vont nous percevoir, d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné, de pas accomplir ce qu'on est venu accomplir dans notre vie. La peur est source de à peu près tous les mal-êtres là, qui peuvent exister. Puis après ça, on peut se sentir triste ou en colère de ça. Il y a plein de déclinaisons. Donc, je pense qu'assez facilement, là, sur le coussin de méditation ou dans la vie quotidienne, c'est présent. Fait que c'est d'avoir des outils pour dire, OK, tu sais, elle est présente, je la laisse être, puis de juste créer l'espace pour la laisser être, puis avec l'outil de se ramener à notre respiration, à notre corps, les 4 étapes que j'expliquais tantôt, ben ça fait en sorte souvent que la peur, ben elle existe, elle a un message quand même, je pense qu'il peut être intéressant à écouter, là, mais elle nous envahit pas, là, puis nous traîner, nous tirer vers le fond. Donc, la vague biochimique de la peur là, qui prend, puis avec les signes physiques qui sont là, souvent avec la peur. Le cœur qui bat vite, la respiration qui accélère, les mêmes moites. Oui, c'est ça. Donc, elle vit le temps qu'elle a à vivre. C'est la vague biochimique. On fait juste l'observer, l'accueillir, respirer, rester dans le corps, puis continuer de respirer profondément. Fait qu'elle va vivre le temps qu'elle a à vivre, puis là, on peut après ça récupérer, comme je disais tantôt, notre espace, plus de créativité. Et on peut, puis juste de faire ça, déjà, ça défait, ça désagrège un petit peu le tissu qui a tient serré là, dans notre vie. Fait que juste de faire ça, déjà, ça transforme. Puis oui, on peut aussi regarder, mais vraiment avec le cœur ouvert, comme un peu qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qui dans notre vie est récurrent. Il y a toutes des peurs qui sont tout le temps présentes quand je vis tel type de situation, de relation. Fait que là, on peut commencer à faire un travail de transformation encore plus conscient et actif. Puis si on revit les situations, ben dire, ah ok, tu sais, comment est-ce que je peux choisir maintenant de me sentir face à ça ou d'agir face à ça. Donc, on peut avoir plus de liberté. Fait que c'est vraiment à plein d'étapes. C'est comme des poupées russes, là. Mais tu sais, la première étape, c'est vraiment de ne pas fuir. On peut avoir tendance à vouloir fuir quand ça nous arrive. Fait que justement, au contraire, de juste comme l'accueillir, l'accepter pour ce qu'elle est. Puis de là, tout devient possible. Des transformations à différentes échelles, par différents moyens, par l'observation consciente, par le travail physique aussi, même du yoga. Ça fait beaucoup de travail de transformation intérieure. Donc, je trouve que ça ouvre plein de portes le yoga, après. au lieu de passer par comme peut-être un inconfort mental à la base, parce que en méditation, on ne va pas bouger habituellement. Même il y a une valeur à vraiment rester immobile pendant un certain temps. Mais le yoga, c'est qu'on va placer le corps dans certaines positions qui vont créer certaines tensions intérieures qui vont peut-être nous reconnecter à des événements qui nous ont fait peur ou des émotions qu'on a vécues. Fait que des fois, c'est pas rare en yoga que tu es dans une posture puis tu es comme OK, non, faut que je sorte de la posture, pourtant il n'y a aucun danger dans cette posture-là, mais ça te connecte tellement comme à un événement du passé que c'est plus fort que toi, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment 2 bons alliés, là, yoga et méditation, là. Absolument. Comme tu as dit au début, là, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué quand même pas mal aussi, le yoga puis la méditation, mais je trouve que les 2 t'amènent par 2 chemins différents, mais vers la même source, qui est soit la conscience puis le relâchement, là, tu sais, comme tu disais tantôt, on veut avoir un contenant de plus en plus gros et confortable, ou en tout cas faire de la place dans notre contenant intérieur. Là, des fois, il grossit pas vraiment, mais on enlève des choses dans le contenant, fait que notre perspective, c'est qu'il grossit. Là, comme un peu faire le ménage dans notre maison intérieure, là, j'ai l'impression que... Puis le yoga, comme tu as dit, ça, étant donné que ça fait circuler l'énergie, tous les canaux énergétiques dans le corps, à la fois, comme tu dis, ça peut mettre en lumière puis venir activer des mémoires plus lourdes ou plus difficiles. Puis en même temps, ça permet de les dégager parce qu'il y a cette circulation énergétique-là avec l'intelligence naturelle du corps. Fait que c'est fascinant qu'est-ce qui peut se libérer puis se dégager juste en pratiquant les postures, en respirant, en pratiquant la conscience du corps à ce moment-là, puis en étant juste présent. Très puissant. Puis, tu sais, t'as un peu rapidement mentionné les canaux d'énergie dans le corps, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est des trucs qu'on parle pas nécessairement souvent, mais
autant qu'il va y avoir comme des canaux énergétiques dans notre corps, que autant qu'il y en a entre nous aussi, là, tu sais. Puis c'est un truc que je voulais t'amener, la toile du vivant que tu parlais, tu sais, que j'ai l'impression que c'est une méga toile d'araignée qui enveloppe toute la Terre, mais qui enveloppe autant comme la nature que les autres êtres humains, mais je trouve que des fois on s'en rend pas compte, mais juste de méditer pour soi-même, tu sais, de s'asseoir puis relaxer, méditer, mais ça a un effet sur peut-être les personnes les plus proches de nous, tu sais, un effet déjà comme un ripple, là, comme un ripple effect, là, par rebond, là, au pire, je sais pas, là, mais tu sais, le fait de méditer soi-même, ben ça va déteindre, ça va affecter les autres autour de nous, fait que tu sais, je trouve que énergétiquement, c'est majeur l'impact, là. Je sais pas comment le dire plus que ça, mais juste de ça doit affecter notre vibration personnelle, tu sais, puis cette vibration-là, après ça, c'est peut-être ça qui affecte les autres autour de nous, tu sais, mais juste de penser à ça, je trouve que ça crée déjà un impact au niveau, tu sais, peut-être macro, comme on disait au début, on revient un peu à ce qu'on disait, mais l'impact que tu as sur ton micro à toi, ton microcosme intérieur, mais ça vient affecter le macrocosme autour de toi aussi, là. Autant des fois proche que moyen proche que très loin, là, tu sais. Oui. Puis d'ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites sur, entre autres, le champ électromagnétique du cœur. J'en parle un petit peu dans le livre, tu sais. Fait que ça, il est perceptible autour du corps humain, surtout quand il est en cohérence, là, quand on respire avec la cohérence cardiaque, puis que le rythme du cœur devient plus régulier, puis que ça régule toutes nos fonctions automatiques. Ça éclaircit les pensées, ça régule les émotions. Donc, ce champ-là, il est perceptible autour du corps, tu sais. Fait que multiplie ça par tous les êtres humains qu'on est, c'est sûr qu'on a un impact par notre état intérieur sur l'extérieur. Qui est des fois dur à percevoir, tu sais, avec nos sens, tu sais, mais que genre juste d'y croire, ça a déjà un impact, là, tu sais, fait que, parce que, je trouve ça fait un retour à ce que tu parlais d'impact sociétal ou impact macro versus impact micro, là, tu sais, puis toi, tu dirais comme dans les prochaines années, tu t'enlignes vers quoi, toi? C'est quoi tes prochains... C'est quoi tes directions, tes buts, tes endroits que tu t'en vas, ça ressemble à quoi? Ah, ben, c'est sûr que je veux poursuivre l'enseignement, continuer d'enseigner la méditation, le yoga, accompagner des gens. J'accompagne aussi des gens en individuel. OK. Il va sûrement y avoir d'autres livres, ça c'est certain. Ouais. Puis, tu sais, j'ai été déjà demandé à monter différents programmes de formation pour différents endroits, différents réseaux d'enseignement. Fait que je vais continuer dans ce sens-là, c'est certain. Et puis, pour moi, de propager l'idée de ce lien-là entre l'écologie intérieure et l'écologie extérieure qui sont indissociables, c'est quelque chose qui est plus développé en Europe, c'est quelque chose qui est un peu plus développé aussi aux États-Unis. Fait que, tu sais, j'aimerais vraiment ça, l'amener davantage là, ici, au Québec, au Canada, que ça soit plus connu parce qu'on a besoin de se relier, tu sais. Vraiment, tu sais, les plusieurs civilisations, sagesse ancestrale, puis même pas si loin que ça, là, tu sais, les communautés autochtones, c'est qui vivent vraiment davantage dans l'esprit d'une interdépendance avec la nature, d'une symbiose. Fait que c'est de ramener cette idée-là qu'on est connecté, on n'est pas indépendant de la nature, puis les uns des autres, là, on est vraiment interdépendants, puis c'est de refaire ces connexions-là. Fait que j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. C'est hot. Puis je t'ai pas préparé à cette question-là. Là. Elle m'a juste monté, fait que sens-toi à l'aise d'aller dans n'importe quelle direction. Mais tu sais, si tu avais comme quelques conseils à donner aux gens pour peut-être par rapport à l'écosystème extérieur versus l'écosystème intérieur, tu sais, ça serait quoi que tu dirais aux gens par rapport à la méditation, par rapport à la nature? Genre, ça serait quoi les trucs majeurs pour toi que tu aimerais voir émerger dans les prochaines années, voire mois? Tu sais, mais... Wow, oui, c'est une belle question. Ben, le plus possible qu'on puisse se reconnecter à l'intérieur, tu sais, être présent à soi-même, être plus connecté, ça nous amène à travailler, tu sais, le terme de la résilience est bien à mode, là, mais c'est une très belle thématique, là, tu sais, fait que de travailler notre résilience personnelle, donc de pouvoir être plus calme, être plus présent, même si ça tourbillonne dans le monde, de ne pas tomber dans les peurs, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de dualité, puis de dualité, de peur dans le monde, surtout en ce moment. Fait que de vraiment être capable de rester centré, d'être en paix dans tout ça,
Et au niveau écologique, selon les champs d'intérêt des gens, moi, c'est sûr que tout ce qui est alimentation, jardinage, préparer notre propre nourriture, je trouve que, ça nous reconnecte beaucoup. On peut aussi diminuer beaucoup notre empreinte écologique en choisissant des aliments les plus locaux possibles et cultiver le plus biologiquement possible, sans produits chimiques et tout. Si on peut faire un jardin, c'est encore mieux. Cuisiner, ça nous permet d'éviter tous les additifs alimentaires, les emballages, acheter le moins emballé possible, réduire les déchets. Fait que c'est des choses qu'on peut faire au quotidien puis qui nous aident à se sentir plus en harmonie avec le respect de la nature, mais qui est nous aussi. Fait que c'est tout connecté. C'est bon que tu me redises ça aujourd'hui parce que ce matin, je réfléchissais, je pensais un peu à mon budget, je pensais un peu à comme mes choix de consommation alimentaire un peu plus, puis j'étais comme, aïe, tu sais, je fais vraiment genre tout mon possible pour manger que biologique, tu sais, puis des fois, je vois d'autres gens qui mangent pas en tout biologique, tu sais, puis je suis comme, pourquoi, dans le fond, je fais ça, tu sais, puis pourquoi, tu sais, ils ont l'air en santé, puis ils mangent des légumes, là, tu sais, pas biologiques, mais des légumes, tu sais, puis je remettais un peu en question ces choix-là, tu sais, qui étaient devenus qui sont des valeurs à l'intérieur de moi, puis des croyances aussi, là, tu sais, que c'est ça que je veux encourager, puis que je veux continuer à vivre, tu sais, mais c'est drôle que tu redises ça aujourd'hui. Je vivais comme un petit doute aujourd'hui de comme, je lâche-tu un peu la vis, tu sais, pendant un certain temps, mais ça me remotive, tu sais, puis pour vrai, c'est tous des trucs que je réfléchis constamment quand je fais un choix d'achat, tu sais, puis je me dis, OK, il est-tu très emballé? Il est-tu genre local? Il vient de où? Puis là, c'est marqué genre... des fois, c'est marqué États-Unis. Puis je suis comme, tu sais, pourquoi ça vient de là au lieu de Québec, mettons, tu sais, pour de la salade. Genre, je suis comme... En tout cas, fait que... Merci de me reconnecter à ça. Ça me réinspire, puis ça me remotive. Tu sais, des fois, on dirait c'est ça qu'il faut, là, juste une petite tape pour dire, continue, t'es capable. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que si on prend juste l'exemple du bio, tu sais, il y a l'aspect individuel, tu sais, potentiellement sur notre santé, mais il y a vraiment l'aspect de ça met moins de polluants dans l'environnement en général. Les personnes qui cultivent aussi sont moins exposées à des produits chimiques. Ça respecte plus la capacité de produire des sols aussi. Donc, ça a plein d'impacts au niveau... dans les échelles locales où ils sont cultivés, mais dans toutes les échelles après qui s'en suivent, les modes de distribution. Fait que ça a des impacts beaucoup plus grands que juste sur notre personne quand on le consomme aussi. Fait que c'est tout le temps d'avoir conscience de ces différentes échelles-là quand on fait nos choix. Merci. Puis est-ce que on finit comme ça des fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vivant dans toi ces temps-ci qui vient te motiver toi, mettons? Ou ça peut être une phrase, ça peut être une image, ça peut être... n'importe quoi, là, ça pourrait être respire, tu sais, mais je sais pas, mais y a-t-il quelque chose que ces temps-ci qui est plus présent dans toi ou une genre de... Tu sais, des fois on a des quotes, des fois on n'en a pas, mais ça pourrait être... moi j'aimerais ça sur le bord de la 15, que ça soit marqué constamment puis que les gens ils le voient à chaque jour, tu sais. Des fois on est tellement dans plein de projets qu'on n'a pas nécessairement de phrases précises, mais est-ce qu'il y en a une qui te monte en ce moment ou... Mais j'aime toujours la phrase, tu sais, ça peut faire un peu cliché, mais si on s'y attarde vraiment, elle est tellement puissante. Je l'ai mis au tout début de mon introduction du livre, là, tu sais, qu'on peut pas espérer la paix extérieure si on ne cultive pas la paix intérieure, tu sais. Je pense qu'elle est au début de mon introduction, là, c'est une phrase du Dalai Lama. Oui. Puis, si on faisait juste appliquer ça, mon Dieu, c'est ça. Nous ne pourrons jamais obtenir la paix dans le monde extérieur sans faire la paix avec nous-mêmes. Ça a l'air bien simple comme ça, là, mais appliquons ça, puis... ça peut transformer plein de choses, la société, tu sais. Clairement. Fait que, tu sais, c'est un travail un travail, j'aime pas nécessairement le mot travail, mais c'est une œuvre de chaque instant, puis de se ramener en soi, puis de choisir, OK, là, est-ce que je veux vivre dans de la peur ou dans plutôt de l'amour, de la bienveillance, de l'appréciation, de la gratitude. On a tout le temps le choix de se positionner... on ne choisit pas nécessairement les événements qui nous arrivent, mais on peut choisir comment on se positionne. Notre paire de lunettes à travers laquelle on le voit, ces événements-là. Tout à fait. Puis comment qu'on peut te retrouver, toi? T'es où qu'on peut acheter ton livre? Le livre est disponible dans toutes les librairies. Donc, les Renaud-Bré, Archambault, on peut l'acheter en ligne avec les libraires aussi, les libraires indépendants. Il est distribué aussi en France par la FNAC,
Amazon France. OK. On peut l'acheter auprès de moi, dédicacé. Ouais. Sur ton site? Ou, Non, juste en personne, OK, ouais. Aux avec ateliers moi. de méditation, par exemple. Oui, ben là, en ce moment, j'en donne pas en Ouais. présentiel à cause de la pandémie, mais tu sais, si quelqu'un voudrait le livre dédicacé de ma main, il peut m'écrire à travers mon site web, Cool, ouais. www.nadinebachand.com. Puis je fais une dédicace, la personne, on s'organise, Ouais. je le laisse sur mon balcon ou elle passe le prendre. Puis donc, ça peut Oui, être tu une croises façon. dans ta marche quotidienne au parc Jarderie. Par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment par mon site, puis par ma page Facebook aussi. Qui est Nadine Bachand. Nadinebachand.com. Ouais. Comme ça, OK, parfait. Même sur Tout simple. Facebook, on peut trouver ça. Facebook, si on tape Nadine Bachand, pleine conscience, on OK. va me trouver. Ouais. Parfait, génial. Ben, merci Ouais. beaucoup. Puis Merci ça a à été toi. super intéressant d'en apprendre plus sur la méditation puis de différents points de vue. Là. Mhm. J'ai très apprécié notre discussion. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup, Michael. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Puis laissez-nous des commentaires. Vous pouvez nous écrire directement ou lui écrire. Puis nous, on peut acheminer les commentaires. Mais partagez le podcast si vous avez aimé. Puis on se voit au prochain épisode. Merci beaucoup.